Dans une récente déclaration, le Front Touche pas à ma Constitution a lancé un appel à la résistance contre la nouvelle Constitution promulguée par le président de la République. Le 6 mai dernier, le président de la République a promulgué la nouvelle Constitution, faisant passer le Togo de la 4e à la 5e République. Le Front Touche pas à ma Constitution a dans sa déclaration dénoncé la démarche du gouvernement, déclarant que cette nouvelle loi fondamentale était imposée contre la volonté du peuple togolais. Selon le Front, cette constitution ne peut pas servir de socle à l'unité nationale. Elle risque plutôt de diviser davantage la société togolaise. Ils estiment que le président Faure Gnassingbé, par cette manœuvre, a démontré son mépris flagrant envers la volonté populaire et a consolidé son pouvoir dans une monarchie républicaine autoproclamée. La promulgation de cette constitution serait alors faite au mépris des voix discordantes de la société civile, de l'opposition et du peuple togolais dans son ensemble. Cette promulgation de la Constitution est qualifiée par le Front de coup d'État et s'inscrirait dans une longue série de revers démocratiques infligés au peuple togolais depuis les événements sanglants de 2005 jusqu'à la manipulation des élections législatives et régionales. À en croire le Front, le régime instrumentalise les processus électoraux pour perpétuer sa domination et étouffer toute l'opposition. Le Front Touche pas à ma Constitution a appelé à la résistance citoyenne, invitant chaque Togolais à se mobiliser, quel que soit son statut ou son affiliation, dans un élan collectif pour défendre les fondements de la démocratie et de la liberté. Malgré sa promulgation par le chef de l'État, cette nouvelle constitution suscite encore de nombreuses réactions au sein de l'opposition, de la société civile et de la population. Rappelons que le Front est une coalition d'organisations de la société civile et de 19 partis politiques, dont la DMP, les démocrates, l'ADI, pour n'en citer que quelques-uns. Ce regroupement a été formé au lendemain de l'adoption par l'Assemblée nationale de la nouvelle Constitution. Son objectif principal est de s'opposer au changement constitutionnel, comme son nom l'indique. Le ministère en charge du Trésor public boucle ce 10 mai une opération financière sous-régionale. La dite opération est une émission simultanée de bons à tirer BAT et d'obligations assimilables du Trésor OAT. D'après les détails du dit ministère, les bons à tirer BAT sont d'un nominal d'1 million de francs CFA et ces derniers sont émis sur les maturités de 91 et 364 jours avec des taux d'intérêt multiples. Quant au OAT, obligations assimilables du Trésor, dont le nominal est de 10 000 francs CFA, elles sont rémunérées à un taux annuel de 6,15% sur une maturité de 3 années à venir. Le ministère togolais de l'économie et des finances a déjà levé plus de 250 milliards de francs CFA avec une émission totale de plus de 190 milliards de francs CFA au premier trimestre de cette année 2024. L'année précédente, le ministère en charge du Trésor public a cumulé 580 milliards de francs CFA d'emprunts sur le marché financier sous-régional. Cette somme était légèrement au-dessus de son objectif de départ de cette année-là qui était de 574 milliards de francs CFA. Le ministère compte faire une mobilisation totale de plus de 600 milliards de francs CFA sur le marché financier sous-régional pour l'année 2024. 74% des décès maternels enregistrés ont eu lieu dans les centres de santé et la plupart de ces décès étaient évitables. C'est la conclusion du rapport d'évaluation de la qualité des soins aux mères, aux nouveau-nés et aux enfants dans les structures de santé au niveau de certains districts du pays. Le centre hospitalier préfectoral de Vaughan, d'Aného, de Ngotché, de Sotoubois et au CHU Campus Lomé ont été évalués à partir de juillet 2023 sur la qualité de leurs soins. Les évaluations ont relevé l'état défectueux et ne respectant pas les normes d'incinération dans ces centres. Il est aussi relevé l'insuffisance d'entretien des locaux, la non-systématisation des ports de gants, la rupture de stock de sang et de produits sanguins labiles dans ces centres de santé. Selon les évaluateurs, la première cause de décès évitable des mères, c'est l'hémorragie. La commission d'évaluation
a aussi relevé qu'il y a une insuffisance dans la qualité des supports de collecte de données de base, comme les registres non adaptés, les registres mal remplis, l'insuffisance de protocoles de soins. Dans les centres de santé concernés par ce rapport, on note aussi une insuffisance de ressources humaines marquée par l'absence de spécialistes comme les néonatologues, les pédiatres et les gynécologues. Les autorités israéliennes ont annoncé qu'une brigade de chars a pris mardi le contrôle du côté bande de Gaza du poste frontière de Rafah. Ce passage crucial est la principale voie d'acheminement de l'aide vers l'enclave assiégée et vers la sortie de ceux qui peuvent fuir vers l'Égypte. La défense civile palestinienne a fait état de nombreux morts dans la ville où s'entassaient encore le week-end dernier 1,2 million de Palestiniens, en majorité déplacés par les combats. Tsahal poursuit ainsi son offensive dans la ville du Sud quelques heures avant de nouveau pourparlers au Caire pour tenter d'obtenir un accord de trêve avec le Hamas. Le mouvement islamiste avait annoncé lundi soir avoir accepté la proposition de cessez-le-feu présentée par les médiateurs égyptiens et qataris. Des scènes de joie et des tirs en l'air ont accueilli cette annonce à Rafah, où Israël a annoncé une opération visant à faire évacuer des dizaines de milliers de familles palestiniennes, avant de bombarder certains quartiers de la ville, en dépit des condamnations internationales. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a jugé inhumain cet ordre d'évacuation. L'Organisation mondiale de la santé a également souligné que cette opération aggravera les souffrances des Gazaouis. Ces ouvriers sont à l'œuvre dans le parc écologique Higher Egypt. Cet éco-parc industriel créé par le géant chinois de l'électronique a démarré ses activités début mai. Ce projet sino-égyptien a été lancé en mars de l'année dernière afin de stimuler la fabrication locale d'appareils électroménagers. Le projet est construit sur une surface de 200 000 m² avec un total de 135 millions de dollars d'investissements directs étrangers. La phase dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui concerne la fabrication de 2 modèles de lave-linge à chargement frontal et à chargement par le haut, ainsi que de téléviseurs et de climatiseurs, y compris des unités domestiques et centrales de moyenne et faible capacité. Outre le marché local, ces appareils Made in Egypt viseront aussi les marchés d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Europe. Le pourcentage de composants locaux varie entre 40 et 65%. Nous visons le marché local avec 70% de la production, tandis que 30% sont destinés à l'exportation. La capacité de production de cette phase est de 1 million d'unités par an et celle de l'ensemble du projet devrait atteindre 1,5 million. L'usine utilise des technologies permettant de limiter les émissions de gaz afin de protéger l'environnement. Nous utilisons la technologie chinoise pour différents produits dans tout le processus de fabrication. Nous disposons d'une technologie de pointe comme les tours de refroidissement et les chaudières écologiques. Nous n'avons pas d'équipement fonctionnant au diesel. Il n'y a pas d'émissions de chaleur ou de quoi que ce soit qui puisse nuire à l'environnement. Le parc industriel a permis la création d'environ 2000 emplois. La Namibie est devenue le premier pays d'Afrique à être sur la voie de l'élimination de la transmission du VIH et de l'hépatite virale B de la mère à l'enfant. La lutte contre la propagation de ces virus à la naissance progresse dans le pays où plus de 200 000 personnes vivent avec le VIH. C'est notamment grâce à l'intégration du pays de soins de santé primaires aux services de santé prénatale, infantile, sexuelle et reproductif. Le gouvernement namibien a également engagé un financement national stable pour les programmes de santé, offrant des services cliniques et un soutien largement accessible de qualité et gratuit. Le dépistage du VIH chez les femmes enceintes est presque universellement disponible dans tout le pays et l'accès au traitement a permis de réduire de 70% la transmission verticale au cours des 20 dernières années. En 2022, seuls 4% des bébés nés de mères séropositives ont contracté le virus et près de 80% des nourrissons ont reçu à temps une dose de vaccin contre l'hépatite B à la naissance. À
Nyiragongo, au nord de Goma, dans l'est de la RDC, cette école a été choisie comme centre d'examen d'État pour les élèves de Rutshuru et Kibumba déplacés suite au conflit impliquant les rebelles du M23. Ces jeunes traumatisés par la guerre s'apprêtent donc à passer un examen crucial loin de chez eux, scrutant les listes avec anxiété. À 20 ans, Florent Touchimwe doit passer son examen sur fond de crise sécuritaire. Après avoir fui la guerre l'année dernière, il aspire à trouver la force requise pour réussir son baccalauréat. Je dois faire l'examen ici parce que là, la guerre est tellement grave. Ici, nous nous sentons vraiment, nous ne nous inquiétons plus de la guerre, nous nous inquiétons des études, c'est pourquoi nous devons passer demain l'examen d'État. Oui, on nous a communiqué que le gouvernement a payé les frais de participation. Pour cet examen d'État, Nyiragongo attend un total de 2000 élèves. La majorité est originaire des zones sous contrôle du M23, tandis que quelques-uns ont rejoint l'armée ou de mouvements patriotiques tels que les Wazalendo. Les autorités locales assurent que toutes les mesures ont été prises pour le bon déroulement des épreuves. Nous sommes autour de 2000. Après le checking, l'inspecteur chef de pôle qui gère les fichiers m'a dit que voilà, il y a certains élèves qui ont abandonné, mais aussi d'autres qui ont intégré le groupe Wazalendo. Ils ont jugé bien de servir le pays sous les drapeaux. C'est aussi un choix. On ne peut pas les condamner pour ça. La société civile et d'autres groupes de pression appellent à la tenue des examens, même dans les zones sous occupation rebelle, telles que Massissi et Rutshuru. La santé, la jeunesse, la coopération universitaire et la recherche, entre autres, au centre de la visite mardi de la première ministre italienne à Tripoli. Dans la capitale libyenne, Giorgia Meloni a échangé avec Hamid Mohamed Deiba, Premier ministre du gouvernement libyen de stabilité nationale. Rome et Tripoli ont notamment signé des déclarations d'intention pour divers domaines qui font partie du plan Mattei pour le développement de l'Afrique. Ce plan soutenu par le gouvernement italien a pour objectif de favoriser la création d'emplois en Afrique pour limiter l'immigration clandestine vers l'Europe. La présence de Giorgia Meloni en Libye est loin d'être fortuite. Depuis la chute de Muammar Kadhafi, en effet, le pays d'Afrique du Nord est devenu un itinéraire majeur pour les migrants qui tentent de traverser la Méditerranée afin de rejoindre l'Europe.